Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thread d'Halloween bien particulier. Vous allez le voir, il est long, détaillé et parle d'une histoire que vous connaissez probablement malheureusement. Il s'agit du récit de Jessica. Il y a plusieurs années déjà, elle pensait simplement vivre une petite soirée au cinéma quand sa vie a basculé. J'ai choisi de garder son témoignage à la première personne comme il a été écrit pour rester vraiment fidèle à son récit. De même, j'illustrerai assez peu avec uniquement des images d'archives. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, un peu de contexte. L'histoire s'est passée aux États-Unis en 2012. Mon petit ami de longue date et moi venions de nous marier. Alors oui, on était de jeunes étudiants fauchés, on vivait dans un appartement minuscule, mais on était tellement heureux. Cet été-là, on avait pris l'habitude d'aller au cinéma à côté de chez nous tous les week-ends. Les tickets n'étaient pas chers et ça nous faisait une petite sortie entre potes à moins de 10 $ par personne. Un jeudi soir, je reçois un appel d'un de mes amis qui nous propose d'aller à l'avant-première du dernier Batman à minuit. Je venais de terminer un shift de 12 heures. J'étais crevée et j'ai failli refuser l'invitation parce que j'avais qu'une envie, aller me coucher. Mais bon, ça faisait quand même un moment que j'attendais ce film, donc j'ai accepté. Mon mari était ravi, il avait aussi très envie de le voir. Et donc ce jour-là, à 22h30, on retrouve tous nos amis devant le cinéma. On se dirige vers la salle en admirant les grandes silhouettes en carton de Catwoman et de Batman. L'odeur de popcorn au beurre nous fait saliver, tous les gens qui font la queue sont excités et bavardent gaiement. La séance de minuit pour The Dark Knight Rise est affichée en lettres rouges vifs, mais un de nos amis avait déjà pris les places plus tôt dans la journée. Il avait trop peur qu'il y ait déjà plus de billets le soir. On contourne donc la file et on se dirige vers la salle 9, juste à droite du hall d'entrée. Si seulement j'avais su à ce moment-là, ce que je sais maintenant, que parmi cette joyeuse foule se cachait un tueur, qu'en marchant sur cette moquette rouge et violette hyper kitsch, je me dirigeais tout droit vers un véritable carnage. Aujourd'hui, j'y pense souvent. Je me demande ce que j'aurais fait si j'avais su ce qui allait se passer. Est-ce que j'aurais déclenché l'alarme incendie? Appelé la police? Crié aux gens de s'enfuir? Bien sûr, jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se produire, et c'est donc sans réfléchir que j'ai poussé les portes de la salle 9. La salle est construite en forme de U, et c'est la plus grande de tout le cinéma. Elle est souvent utilisée pour les avant-premières qui attirent évidemment pas mal de monde. Je me souviens d'ailleurs m'être dit « Waouh, la salle est déjà presque pleine ». Pourtant, on avait encore pas mal de temps avant le début de la séance. On a bien cru qu'on n'allait jamais réussir à s'asseoir tous ensemble, tellement il y avait de monde. Là, un de mes potes pointe la section de sièges juste devant l'écran et nous dit « Eh regardez, il reste pas mal de place là ». Effectivement, sur les 5 rangées, très peu de sièges étaient déjà occupés. Mais on se dit que s'asseoir juste devant l'écran, c'est vraiment moyen. On continue donc de balayer la salle du regard pour essayer de trouver des places vides. On finit enfin par repérer une rangée avec pile 5 sièges de libre et on se dépêche de s'asseoir avant que quelqu'un nous les pique. Mon mari, Brock, s'est assis à la 5e place. Je me suis assise à côté de lui et mon amie Samantha s'est assise à côté de moi, à ma droite. Son petit ami, Tommy, s'est assis à côté d'elle et un autre ami, Léo, s'est assis côté couloir. Je me souviens de notre excitation, on ne faisait que rire et plaisanter. Après un certain temps, mes 3 amis proposent d'aller chercher des sodas et du popcorn. Ça fait quand même partie de l'expérience quand on va au cinéma. Pendant ce temps-là, Brock et moi en profitons pour observer les gens. Comme les lumières sont encore allumées, on voit très bien le public. La salle est pleine de personnes qui portent fièrement leur t-shirt et souhaitent Batman, forcément. Il y a même quelqu'un avec un masque. Je dis à Brock, ça c'est un vrai fan. Je me suis demandé pourquoi il y avait autant d'enfants, avant de me rappeler que c'était les vacances et que du coup c'était normal. Mais parmi tous les gens que j'ai vus, la personne que je n'oublierai jamais, c'est cette petite fille assise dans la même rangée que nous, seulement quelques fauteuils plus loin. Elle était très mignonne, blonde aux yeux bleus et avait un énorme seau de popcorn posé sur ses genoux. Bref,
Mes amis finissent par revenir, les lumières s'éteignent progressivement et les publicités commencent. On a le droit aux messages classiques. Mettez vos téléphones portables en silencieux. Assurez-vous de savoir où se trouvent les issues de secours. Je jette un rapide coup d'œil des deux côtés de la salle et repère les panneaux verts lumineux qui indiquent les issues de secours, à gauche et à droite de l'écran. Si je suis tout à fait honnête, je l'ai fait de manière assez machinale, sans y prêter plus attention que ça. La première bande-annonce est celle d'Iron Man, mais je la regarde à peine. J'ai juste hâte que le film commence. Je ne me souviens même pas des autres d'ailleurs. Quand le titre du film, The Dark Knight Rises, apparaît à l'écran, toute la salle se met à applaudir. La scène d'après, celle où Bane détourne un avion, fait partie de mes préférées de tout le film. Tout au long de cette scène, je suis vraiment captivée, mais ça ne dure pas. Le film devient vite ennuyeux et je me rappelle à quel point je suis crevée. Malgré moi, je commence à fermer les yeux. J'étais debout depuis plus de 20 heures d'affilée et j'avais vraiment du mal à rester éveillée. Je ne me souviens même pas de la rencontre entre Batman et Catwoman. Je pense m'être endormie à ce moment-là. Toujours est-il que quand je rouvre les yeux, je vois Bruce Wayne sur son ordinateur, en train de faire des recherches sur Catwoman. C'est la dernière scène que j'ai vue. Je n'ai jamais pu terminer le film. Tout à coup, j'entends un énorme bang du côté gauche de la salle. Je suis encore à moitié endormie, je pousse un cri de surprise. Une odeur étrange commence à envahir la salle, un peu comme celle des feux d'artifice. Je me demande immédiatement quel idiot a pensé que faire exploser des pétards dans une salle de cinéma était une bonne idée. Mais près de la partie droite de l'écran, une silhouette sombre attire mon attention. Une série de lumières clignotantes semble littéralement émaner de cette personne, dont l'ombre noire contraste avec la luminosité de l'écran. Tout devient alors étrangement silencieux. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je suis figée, incapable ni de bouger, ni de penser. C'est comme si mon cerveau avait complètement cessé de fonctionner. Brock, peut-être plus vif que moi, comprend immédiatement ce qui se passe. Il m'attrape violemment, me tire vers le sol et se couche sur moi pour me protéger avec son corps. C'est à ce moment-là que je commence à réaliser. J'entends les coups de feu, les cris. Ils résonnent dans toute la salle. Les bruits du film, qui ne s'est pas arrêté, mêlés aux coups de feu et aux hurlements, créent un mélange sonore chaotique. Je me rends compte que les mystérieuses lumières clignotantes sont en fait les balles qui sortent d'un canon de fusil. Je sens l'adrénaline envahir chaque centimètre de mon corps, mais je ne peux rien faire. Ma seule option, c'est de rester allongée et d'espérer que les balles que j'entends déchirer les sièges et ricocher un peu de partout ne me transpercent pas moi aussi. Soudain, je sens un fragment de balle me toucher au niveau de la tempe. Je porte immédiatement la main à ma tête pour m'assurer que je ne saigne pas, et là, plusieurs morceaux de métal chaud ainsi qu'une énorme poignée de cheveux me restent dans la main. Comme je me suis allongée sur le ventre, je n'arrive pas à voir tout ce qui est en train de se passer. J'aperçois les ombres du film danser sur les murs et le plafond, qui sont maintenant devenues menaçantes. Je sens la présence de mes amis, allongés par terre à côté de moi. Le popcorn que nous n'avions pas fini est répandu au sol, tout autour de nous. Les jambes de Léo, qui était assis au bout de rangée, dépassent dans l'allée à cause du manque de place. Alors que je lève légèrement la tête pour essayer de mieux voir, je sens de l'eau me gicler au visage. La bouteille d'eau de Samantha, qui était dans le porte-gobelet entre nos sièges, vient d'exploser à cause d'une balle. L'odeur de poudre me prend à la gorge et j'ai du mal à respirer à cause du gaz qui s'échappe des bombes lacrymogènes jetées par l'assaillant. Mais au milieu de ces gaz suffocants, je sens autre chose. Une odeur métallique que je mets du temps à identifier. Celle du sang. Je n'oublierai jamais cette odeur. Alors que je peine à respirer, je sens quelque chose se répandre sur mes jambes. Un liquide. Je pense tout de suite que ça doit être la bouteille d'eau de Samantha qui fuit. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Comme je le verrai par la suite. Tout à coup, les choses deviennent étrangement silencieuses. Les balles semblent s'être arrêtées. J'entends Tommy hurler « Sortons d'ici !» On se lève tous d'un bond. On dévale les escaliers à toute vitesse en direction de l'issue de secours à côté de l'écran. Je me laisse guider par cette lumière verte, presque aveuglante dans l'obscurité de la salle. On s'entasse tous dans le petit sas entre les deux portes du cinéma et on se met à hurler et à tambouriner à la porte, aveuglés par les gaz lacrymogènes. Je sens avec soulagement ma main se poser sur le métal froid de la poignée et je pousse dessus de toutes mes forces. La porte s'est ouverte d'un coup et nous sommes tous tombés en avant, sur le trottoir. Les tongs grosses de Samantha sont restés derrière la porte, maintenant refermés. Au moment où je me relève, soucieuse de mettre le plus de distance entre le cinéma et moi, je me rends compte que mes jambes sont rouges, complètement imbibées de sang. C'est comme si j'avais plongé mes jambes dans une baignoire remplie de sang. Rapidement, je scanne mon corps entier, mais je ne suis pas blessée. Je ne ressens aucune douleur particulière. Mais alors, d'où vient tout ce sang ? Je me retourne et je m'aperçois avec horreur que le sang est celui de mon mari. Brock a reçu une balle dans la jambe. Sa jambe droite est à moitié arrachée au niveau du mollet et son pied tient à peine. Il pend, sans vie. Léo et un jeune homme que je ne reconnais pas soutiennent mon mari, qui a mobilisé ses dernières forces pour franchir l'issue de secours.
Je suis complètement sous le choc, je n'avais pas réalisé que Brock était blessé. Encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire comment il a réussi à courir jusqu'à la sortie sur un seul pied. L'adrénaline, sûrement. En voyant mon mari blessé qui se vide de son sang, je ne peux m'empêcher de laisser échapper un hurlement. Mon cri est tellement fort qu'il alerte les ouvriers du bâtiment d'à côté. Ils s'arrêtent aussitôt de travailler, regardent dans notre direction et accourent vers nous lorsqu'ils réalisent que mon mari est blessé. Sans réfléchir, ils portent mon mari jusqu'à l'arrière de leur chantier, à plusieurs dizaines de mètres du cinéma. On est suffisamment loin, c'est bon, je me souviens avoir pensé. Épuisé, Brock se laisse tomber à terre. Il me dit qu'il ne peut plus bouger et s'allonge. Une flaque de sang commence à se former tout autour de lui. Je me retourne et je vois une immense traînée de sang qui part de l'issue de secours et qui s'arrête là où on est. Je m'agenouille en tremblant à côté de mon mari et je jette un rapide coup d'œil pour voir si mes amis sont blessés. Tommy, qui a été touché au niveau du genou et de la hanche, est allongé plus loin. L'adolescent qui a aidé Brock est lui aussi blessé. Il est avec ses parents et sa mère est assise contre un mur. Elle est livide et saigne à plusieurs endroits. Je comprends que cette famille s'est échappée en même temps que nous. Eux aussi ont dû profiter de l'intervalle entre les tirs pour s'enfuir. Nous avons tous été très chanceux, car je sais aujourd'hui que les coups de feu ont continué à l'intérieur. Mon objectif est maintenant d'arrêter le saignement, et je retire mon chemisier pour l'enrouler autour du mollet de Brock. Sa jambe est inerte, molle, comme si elle était morte. Mes mains et mes bras sont recouverts de sang, je suis dans un état second. La police est arrivée vite, très très vite. Je pense que nous sommes restés à peine 2 minutes dehors avant d'entendre les bruits des sirènes. En nous voyant tous allongés au sol, plusieurs agents se précipitent vers nous. Une policière est même restée à nos côtés jusqu'à l'arrivée des secours, ce qui a pris beaucoup de temps. Ça fait maintenant plus de 20 minutes que Brock est en train de se vider de son sang. Je commence à désespérer, je n'arrive pas à rester en place. Quand une ambulance arrive enfin, je pousse un soupir de soulagement. Mon mari est presque inconscient, il respire à peine. Je vois les ambulanciers courir vers nous, mettre mon mari sur un brancard et l'emmener jusqu'à l'ambulance. On m'annonce qu'il y a un autre blessé et que je ne peux donc pas monter avec lui. Mon mari est l'un des derniers à être emmené à l'hôpital et je ne peux même pas être avec lui. Je regarde l'ambulance s'éloigner et je ne sais pas quoi faire. Je cherche mes amis sans les trouver. Je passe près de la mare de sang, le sang de mon mari, et je vois mon chemisier taché de sang abandonné à côté. J'ai l'impression de rêver, je ne réalise pas encore que tout ça est bien réel. Autour de moi, il y a des dizaines de personnes couvertes de sang. Je suis presque sûre que, comme moi, le sang qui touche leur peau et leurs vêtements n'est pas le leur. J'entends des pleurs hystériques, des cris déchirants. Je suis restée avec ces personnes devant le cinéma pendant un long moment. Certaines d'entre elles m'ont même proposé de m'amener dans les différents hôpitaux des alentours pour essayer de trouver Brock. Parce que oui, à ce moment-là, je ne sais même pas où mon mari est hospitalisé. Mais bientôt, la zone entière est bouclée par la police et je sais que je ne vais pas pouvoir partir tout de suite. Les officiers nous interrogent, essayent de faire sens du chaos qui nous entoure. Il est environ 2 heures du matin à ce moment-là et la nuit est illuminée par les gyrophares de ce qui semble être une centaine de voitures de police. Soudain, un gros fourgon s'arrête en face de moi. Sur le côté, je peux lire « Crime Scene Investigation Unit ». Je pense que c'est seulement quand j'ai vu ça que j'ai compris ce qui venait de se produire. J'ai bien failli être malade, mais j'ai réussi à me retenir. Peu de temps après, la police nous laisse enfin partir et je cours jusqu'à ma voiture. Je suis tellement sonnée que je ne pense même pas à passer chez moi pour récupérer mon portable que j'avais oublié. L'idée d'appeler mes parents pour leur demander de l'aide ne m'effleure même pas l'esprit. Je suis tellement en colère, j'ai tellement peur. Est-ce que je vais perdre mon mari à seulement 1 mois de notre premier anniversaire de mariage à cause d'un psychopathe ? Après plusieurs tentatives, je finis enfin par trouver l'hôpital où est Brock. C'était environ 45 minutes du cinéma. Pas trop loin, heureusement. Quand je me présente à l'accueil, le personnel s'assure d'abord que je ne suis pas blessée, avant de me dire de patienter dans la chambre où sera placé Brock après son opération. Il est actuellement en soins intensifs, mais il est en vie. Les soignants sont tellement bienveillants et compréhensifs que j'en suis émue. Brock et Tommy ont survécu tous les deux, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Je m'assoupis sur le canapé après plusieurs heures à attendre, et quand je me réveille le lendemain, j'apprends que 12 personnes ont été tuées dans la fusillade et qu'il y a eu plus de 70 blessés. La petite fille blonde, qui était assise juste à côté de nous, n'a pas survécu. Elle est décédée dans la salle de cinéma, à quelques mètres seulement de nous, après avoir reçu plusieurs balles. Je me souviens parfaitement du témoignage déchirant du policier qui a tenté de la sauver. En pleurs, il a raconté comment il avait essayé de la sauver en la portant hors de la salle et en l'amenant jusqu'à une ambulance.
Tommy, lui, a été transporté jusqu'à un autre hôpital en urgence, à l'arrière d'une voiture de police. Il a été opéré et s'est heureusement complètement rétabli. La balle a manqué de très peu la vessie, ce qui aurait pu lui être fatal. Par la suite, les médecins m'ont dit que Brock avait perdu presque la moitié de son sang et qu'il était arrivé à l'hôpital juste à temps. Quelques minutes de plus et il n'aurait pas survécu. Il a subi de nombreuses transfusions sanguines et il est resté 21 jours à l'hôpital. Les chirurgiens ont tout fait pour sauver sa jambe, mais la blessure était trop grave et il a dû être amputé. À l'heure où j'écris cette histoire, il s'est écoulé pas mal de temps depuis la fusillade, et mon mari, mes amis et moi-même avons pu nous reconstruire. Évidemment, nous sommes encore traumatisés, mais je ne vois plus la fusillade comme quelque chose d'effrayant. Non, ce qui me terrorise vraiment, c'est le tireur lui-même. Même si ma rencontre avec cet homme a été très brève, elle a eu un impact énorme sur ma vie. Le simple fait de savoir que des gens comme lui existent est vraiment troublant. J'ai appris beaucoup de choses sur lui lors de son procès pour meurtre, qui a d'ailleurs duré plusieurs années. Son procès a été diffusé à la télé début 2015 et je l'ai regardé en entier. Je pense que j'en avais besoin. Ce qui m'a surprise, c'est d'apprendre que ce type était étudiant dans une faculté de neurosciences en Californie ou un truc du style. Je suppose que ça veut dire qu'il était plutôt intelligent. Mais pour une raison inconnue, il était obsédé par l'idée de tuer des gens. Après son diplôme universitaire, il a décidé de déménager au Colorado, là où j'habite. Le cinéma où j'avais l'habitude d'aller n'était même pas sa première cible. Avant ça, il avait envisagé de se cacher dans des sentiers de randonnée isolés dans les montagnes pour tirer sur des promeneurs qui auraient eu le malheur de croiser sa route. Il a finalement abandonné cette idée et a enquêté sur le cinéma pendant des mois pour se préparer. Il avait prévu de passer à l'acte le 20 juillet. Même si je ne l'ai pas vu avant le jour de la fusillade, je trouve hyper malaisant de me dire que ce type nous a peut-être observés à chaque fois qu'on allait au cinéma entre amis. Ça m'a vraiment rendu parano. Je ne me sens plus en sécurité nulle part et dès que je sors, je me demande si l'inconnu à côté de moi me veut du mal. La première fois que j'ai vraiment vu le visage du tireur, c'était au moment où j'ai été appelée à témoigner au tribunal. Pendant la fusillade, je n'avais aperçu qu'une silhouette sombre et menaçante. Ce que j'ai appris, c'est qu'il était dans l'allée qu'on a traversée en courant pour rejoindre l'issue de secours. La seule chose qui fait qu'on est encore en vie aujourd'hui, c'est que par chance, son fusil d'assaut s'est enrayé. Tout tient à si peu de choses, finalement. Le tireur s'était assuré d'être bien équipé avant de passer à l'attaque. Des milliers de munitions, du matériel anti-émeute, des bombes lacrymogènes, un fusil d'assaut et un fusil de chasse. Au tribunal, ils ont montré les photos qu'il avait prises de lui avant la fusillade. On le voit brandir fièrement son fusil d'assaut tout en souriant de manière menaçante. Il s'était teint les cheveux en orange et portait des lentilles de contact noires qui lui donnaient un air diabolique. Les photos m'ont rendu malade. Avant de se rendre au cinéma avec tout ce matériel dans sa voiture, il a piégé son appartement de sorte à ce qu'il explose si quelqu'un ouvrait la porte. Puis une fois arrivé au cinéma, il s'est fait passer pour un spectateur et a même acheté un billet pour le film. Je suis quasiment certaine que son billet était pour la salle 8 où était diffusé le même film. Quand il a vu qu'il y avait plus de monde dans la salle 9, il a dû décider de commettre son horrible crime dans celle-là à la place. J'ai sûrement dû le croiser dans le hall d'entrée du cinéma. Peut-être que lui aussi m'a vu. À un moment donné pendant le film, le tireur s'est levé et est passé par une sortie située sur le côté de la salle 9. Il a bloqué la porte avec un obstacle pour qu'elle ne se referme pas et est allé chercher son équipement dans sa voiture. Il est ensuite retourné dans le cinéma et a commencé à tirer. Quand on s'est échappé du cinéma, on est passé juste à côté de sa voiture blanche, qui était garée juste à la sortie. Bien sûr, nous n'y avons pas prêté attention. Je sais maintenant qu'il est sorti après nous. Je ne saurais pas dire combien de temps après. Je me demande vraiment pourquoi il ne nous a pas tiré dessus. Qu'est-ce qui l'en a empêché ? Il aurait facilement pu tous nous achever. Le plus dur pour moi a été de me retrouver face à cet individu au tribunal. Je n'oublierai jamais le moment où il s'est levé à l'appel de mon nom. Il a traversé la rangée centrale en passant devant ma famille, d'autres survivants et une foule de journalistes excités. J'étais assise juste en face de lui, à une dizaine de mètres seulement. Il n'avait plus ni ses cheveux orange ni ses lentilles de contact noires, mais sa simple présence a suffi pour me donner la chair de poule. Je me souviendrai toute ma vie de cette rencontre. Je peux le dire, j'ai été confrontée à un véritable psychopathe. Son regard était vide, et si les yeux sont véritablement le reflet de l'âme, alors je peux dire que son âme n'était remplie que d'une froide indifférence pour ceux qui l'avaient assassiné et blessé. Il ne m'a même pas jeté un regard.
Alors que j'étais assise face à lui au tribunal, j'ai réalisé que c'était la deuxième fois que je me trouvais dans la même pièce que cet homme. Un homme qui avait tenté de m'ôter la vie, mais qui heureusement avait échoué. Un homme qui finira par passer l'éternité derrière les barreaux puisqu'il a été condamné à 3318 années de prison pour ses crimes. Ce témoignage, je le dédie à l'homme qui a essayé de me tuer, à l'homme responsable de nombreuses années de cauchemars et de paranoïa, à l'homme qui a blessé mes proches, qui a causé tant de souffrance à mon mari qui ne pourra plus jamais marcher comme avant, à l'homme qui a volé l'innocence et la joie d'une fillette de 6 ans, qui est entrée vivante dans ce cinéma et en est ressortie morte. À toi, l'auteur de la pire fusillade de masse dans toute l'histoire du Colorado, j'espère que tu moisiras en prison jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu qu'il s'agit du témoignage d'une survivante de la fusillade d'Aurora. Ça fait un moment déjà que je pense à vous faire une vidéo sur le sujet. Donc quand j'ai vu ce témoignage, que Juliette me l'a trouvé, je me suis dit que ce serait intéressant de l'inclure dans la semaine des threads pour faire comme une sorte d'introduction à une future vidéo. Personnellement, les fusillades de masse font partie des actes criminels qui m'effraient et me marquent le plus. Je sais que c'est aussi le cas pour pas mal d'entre vous, donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop éprouvante pour vous. Malgré toute l'horreur, je trouve que c'est aussi un bel exemple de combativité et de résilience, et c'est surtout ça que j'aimerais qu'on retienne tous. On arrive bientôt à la fin de notre semaine de thread, et donc d'Halloween. Je vous dis à demain pour la dernière histoire, je vous fais plein de gros bisous, et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.